ce soir parce que c'est vraiment la réunion de rentrée d'une certaine manière. Enfin bon, le mot rentrée n'est pas tout à fait le terme que nous emploierons ici, mais enfin, c'est la première séance du second semestre 2023. Et je ne saurais trop déjà vous encourager à poursuivre dès la semaine prochaine l'ensemble des conférences qui vous sont proposées. Elisabeth d'ailleurs vous a donné tout à l'heure le programme à l'entrée. Alors ce soir, nous avons un très grand plaisir d'accueillir Dominique Vendangeon-Hérault, que vous connaissez déjà, parce que ce n'est pas une première pour elle. Nous avons dû l'accueillir au moins 4 fois dans le passé sur divers sujets qui touchent toujours à l'histoire de la Réunion. Alors ce soir, bien sûr, elle nous emmènera sur le site de Bel-Air, avec des mystères en suspense. Alors je ne sais pas trop ce qu'elle va nous dévoiler ce soir, ou au contraire nous plonger dans une série policière. En tout cas, je puis vous assurer que Dominique a toutes les compétences pour vous parler d'histoire, car elle est férue en cette matière, non seulement pour avoir enseigné l'histoire comme agrégée au lycée Bois-Joli-Potier et à l'université de la même manière, mais surtout en ayant épluché toutes les archives, et des tonnes quasiment, lorsqu'elle était étudiante à l'école d'art. Non. J'ai fait la préparation pour l'école des Chartes. Ouais, préparation. D'accord. Mais je crois qu'on peut lui donner son diplôme aujourd'hui, hein, croyez-le, elle le mérite. Bien. Alors, avec Dominique, surtout avec un nom comme celui qu'elle porte, naturellement, vous penserez que c'est une bonne cuvée, bien sûr. Hein. Et si j'ajoute que son nom de dame est Hérault, voici donc la messagère de Bel-Air. Voilà, on ne peut pas mieux dire. Alors, merci. Elle a longtemps été aussi la présidente de l'association des professeurs d'histoire et géographie, charge qu'elle a abandonnée, en bonne main d'ailleurs, et aujourd'hui, elle est la présidente de la fac, voilà, qui signifie littéralement, je regarde mon papier pour ne pas dire de bêtises, l'association des familles amies de Capeline de 974. Alors vous savez ce qu'est la Capeline, naturellement, un beau chapeau, n'est-ce pas, très élégant. Mais pour les partenaires institutionnels, la fac travaille dans le domaine de l'éducation, de la culture et du patrimoine. Nous y sommes véritablement à propos du sujet qui vous est présenté ce soir. Car le projet statutaire de la fac, c'est bien de valoriser le patrimoine culturel, et en particulier sur le site du tampon, dénommé Bel-Air. Car il s'y trouve des vestiges de l'ancienne usine du tampon, presque oubliés de beaucoup de personnes. Nous avons eu le plaisir de suivre toutes les connaissances que tu as sur le sujet. Sur site, c'est phénoménal. Je n'en dis pas plus. Alors, il s'agit évidemment de redonner à ce site une valeur patrimoniale en valorisant en quelque sorte la nature, l'histoire, la géographie et le patrimoine culturel de ce site. Alors nous avons pu, je l'ai dit un peu tout à l'heure, apprécier aussi les conférences qu'elle a pu nous donner, et peut-être avez-vous encore en mémoire cette extrêmement bonne conférence qui était sur l'épidémie de la grippe dite espagnole, une grande tueuse, c'est comme ça que tu avais intitulé d'ailleurs la conférence. En tout cas, et je m'arrêterai là, vous avez devant vous une vraie chercheuse qui a plus de projets que ne peut en contenir sa Capeline, vous pouvez le savoir. Car, mais tu en parleras peut-être à la fin, le projet immédiat, c'est justement en septembre de faire une exposition sur Bel-Air en relation avec la mairie du Tampon et en invitant bien sûr des conférenciers de haut rang, au titre desquels je salue dans la salle Xavier Le Terrier, que vous connaissez sans doute, quand il se fait tout petit, qui est le nouveau directeur du musée, alors j'allais dire une bêtise, de Villèle. Voilà, merci. Donc merci de ta présence, Xavier, et vous pourrez l'apprécier donc dans l'une des conférences qui seront données dans le cadre de l'exposition dont je viens de parler. Voilà. J'en ai déjà trop dit, la parole t'appartient, Dominique, et tout à l'heure, vous pourrez échanger avec elle. Voilà, bonne soirée à vous toutes et tous.
Je m'assieds parce que l'essentiel va être sur l'écran, beaucoup d'illustrations et surtout beaucoup de très belles images que l'on doit à cet artiste qu'était Hippolyte Charles Napoléon Mortier, marquis de Trévise à cette époque et qui devient duc un petit peu plus tard à la mort de son père. En ce qui concerne le travail, c'est un travail d'équipe. Voilà, je ne le mène pas seule. Il y a beaucoup de gens autour de ce projet et nous avons la chance actuellement d'être suivis et soutenus par la municipalité du Tampon. On en parlera à la fin. Donc j'ai intitulé la conférence Les mystères parce que je disais à Yves, la doctrine de Socrate, c'était tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est que plus on avance en fait dans le dépouillement des documents et des archives, au lieu de trouver des réponses, en réalité, de nouvelles questions surgissent. Donc ça paraissait tout indiqué d'axer cette présentation d'aujourd'hui sur les mystères, parce qu'il en reste beaucoup, et en espérant que parmi vous, ou parmi vos relations, vos familles, etc., surtout parmi la jeunesse, il y ait des gens qui s'emparent de ces mystères et qui décident d'en faire des sujets de recherche. L'idée, c'est vraiment d'inciter notamment les sudistes à se lancer dans cette aventure qui est passionnante. Donc les archives départementales de La Réunion abritent un très joli dossier. Je vous signale que les archives, c'est ouvert à tout le monde, hein, il suffit de s'inscrire, c'est complètement gratuit. Et ce dossier s'appelle 40 FI, FI pour les figures, et il contient un corpus d'un peu plus d'une centaine, 105 exactement, dessins et aquarelles qui sont dus à notre artiste, réalisés entre 1861 et 1866, au moment où il effectue ses 2 voyages successifs, 2 séjours successifs à l'île de La Réunion. Et une bonne partie de ces dessins et aquarelles sont consacrés à la représentation du travail et de la vie quotidienne sur les établissements sucriers de son défunt beau-père, Gabriel de Kervegen. Alors une partie de ce dossier avait déjà été étudiée et présentée par Jean-François Géraud dans un petit ouvrage qui n'est pas très facile de trouver maintenant, pourtant il est très intéressant. C'est celui-ci, Histoire et art, un voyage entre l'Europe et la Réunion. Et nous nous sommes beaucoup inspirés de ce travail et nous l'avons complété avec notre effort de documentation sur la sucrerie dont il va parler, l'usine de Bel Air au Tampon. Et nous avons eu la curiosité d'interroger à nouveau ces quelques images que nous trouvons très émouvantes, parce qu'elles donnent à voir une société coloniale en mouvement, une dizaine d'années à peine après l'abolition de l'esclavage de 1848. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait on trouve des choses, mais ces choses qu'on trouve nous amènent à nous poser de nouvelles questions. Pourtant, Dieu sait si on a torturé les images en question. L'interrogatoire a été mené à la manière d'une enquête. On se pose la question, qui étaient ces travailleurs dont Mortier de Trévise donne parfois les noms? Quels liens se tissent entre les affranchis, les engagés, le personnel d'encadrement et les capitaines d'industrie, notamment Mortier, bon, l'artiste de la famille, et son beau-frère, surtout Denis André Lequat de Kervegen, le fils de Gabriel. Quelle philosophie politique et économique anime Mortier de Trévise et donc son beau-frère? En tout cas, lorsqu'on a confronté ces images entre elles, qu'on les a mises en relation, on s'est rendu compte qu'il y avait des rapprochements un petit peu inattendus, par exemple sous la forme de reconstitution de parcours familiaux. Et d'autre part, grâce à la numérisation qui a été effectuée par l'iconothèque historique de l'océan Indien, et à l'occasion de cette présentation, je remercie David Gagneur de nous avoir invités aux entretiens du patrimoine iconographique de l'océan Indien, parce que la qualité de la numérisation nous a permis de faire d'autres découvertes. Bref, tout ce travail d'observation minutieuse a plutôt épaissi, comme je viens de vous le dire, le mystère qui entourait la vieille sucrerie de Bel Air. La liste de ces mystères non exhaustifs sert de fil conducteur à cette communication: mystère des lieux, mystère quant aux relations entre les maîtres et les employés, beaucoup
plus complexe que la courante pensée actuelle ne le laisse à penser, mystère de l'évolution et des mobilités des travailleurs eux-mêmes. Donc dans un premier temps, je vais présenter ce corpus et ensuite nous allons lister ces mystères. Alors parmi les 105 aquarelles et dessins, 67, donc la majorité, concernent les 2 séjours réunionnais de l'auteur. L'autre partie des aquarelles, ça concerne le voyage proprement dit, donc il y a des aquarelles qui représentent les étapes en Égypte par exemple, ou bien la vue au large des côtes italiennes. Parmi ces aquarelles, parmi les 67 qui concernent les séjours réunionnais, 3 concernent plus spécifiquement l'usine du tampon. Ici, vous avez une vue de l'habitation des casernes, et puis à gauche, c'est Emma, au niveau du canal qui amène l'eau de la rivière Saint-Étienne vers les propriétés du sud. Ces aquarelles, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont été numérisées par l'iconothèque historique de l'océan Indien. Et je vous montre ici l'affiche qui avait été élaborée pour les entretiens du patrimoine iconographique de l'océan Indien et pour lequel nous avions fait la présentation. On va remarquer tout de suite sur ces aquarelles la signature de Mortier de Trévise en 1861. Visiblement, il est très très amoureux. Il y a le N de Napoléon et le E de Emma. Moi, ce qui m'a intriguée, c'est lorsqu'on regarde les dates des différents dessins et aquarelles, en 1866, il n'utilise plus cette signature. Est-ce qu'il y a eu de l'eau dans le gaz dans le couple? Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Je n'en sais rien, mais il semblerait que le NE, on le trouve plutôt dans les aquarelles et les dessins de 1860. Bernard Leveneur présente comme la maison des casernes, mais en fait qui n'a pas la même forme que celle que l'on voit ici. Et à propos de cette maison des casernes, il semblerait qu'elle n'ait pas été démolie en réalité. Hein, là aussi il y a un autre mystère, mais je vous en parlerai plutôt à la fin. Voilà. En ce qui concerne le tampon, donc cette fameuse usine oubliée, elle est située à 400 mètres d'altitude, à la confluence d'un bras de la rivière d'Abord et de la ravine Jean Payette, et elle a fait pendant presque un siècle. C'est quand même assez extraordinaire, hein. Elle fait partie des 3% des usines qui ont traversé le siècle d'après le décompte qui a été fait par Jean-François Géraud et Xavier Le Terrier. Elle a fait l'objet des soins attentifs de la dynastie. En première question, pourquoi ? Parce que d'autres établissements, qui étaient parfois plus productifs que le tampon, sont impitoyablement fermés, comme la sucrerie de Montcaprice par exemple, ou celle de la Rivière. Les alentours de la sucrerie sont aussi représentés. Donc ici, vous voyez les 2 corps de bâtiment et les 2 cheminées, une pour l'évacuation des fumées cuite de la bagasse, hein, et l'autre pour l'évacuation de fumée, la machine à vapeur. On retrouve notamment sur l'image de droite, sur l'aquarelle de droite, le paysage n'a quasiment pas changé aujourd'hui. Lorsque vous vous rendez sur le parcours de santé de Bel-Air en passant par l'ancienne petite route qui serpente la ligne des 400, on a exactement le même style de paysage avec au niveau des 2 cavaliers le lit rocailleux, rocheux de la rivière d'Abord. À gauche, cette aquarelle qui représente une cheminée d'usine a longtemps été attribuée à l'usine du Grand Tampon, mais en fait, grâce à Xavier Le Terrier, puis ensuite j'ai retrouvé les documents d'archives, les actes notariés qui correspondent, il s'agissait d'une sucrerie. Ce qui est très intéressant parce que cette sucrerie, elle est mise en vapeur dès les tout débuts du 19e siècle. Et quand j'ai cherché à me documenter sur les sucreries à vapeur, je m'aperçois que sur le sol métropolitain, les sucreries sont,
industrialisées beaucoup plus tard. Pas les sucreries, pardon, les scieries sont industrialisées beaucoup plus tard. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Réunion, finalement, est un petit peu en pointe à ce niveau-là, au niveau de son équipement industriel, d'emblée moderne, parce qu'elle s'est lancée tard dans la fabrication de sucre, et du coup, elle brûle les étapes, en quelque sorte. On passe pas tellement par les moulins anciens, verticaux, etc. On passe assez rapidement à des constructions modernes avec des équipements qui sont renouvelés assez fréquemment, notamment au moins tous les 10 ans. On le sait avec du moins les premières reventes de l'usine du tampon, puisqu'elle est revendue en 1800, elle est construite non pas par Kervegen mais par De Holm, Jean Valfroy de Holm. Il la revend en 1834, à un moment où il y a une première crise dans le domaine de la production sucrière, à 3 frères, les frères Warreau, et dont un qui s'appelle Fleury, d'où le nom de terrain Fleury. Et ces frères Warreau, ils ont du mal à payer leurs vendeurs. Ils ont réussi à rembourser que la moitié de la somme. Et donc très rapidement, ils revendent la sucrerie à Gabriel de Kervegen, qui la rachète en 1837, à prix coûtant, pas de bénéfice pour les Warreau, à charge pour Gabriel de rembourser directement le reliquat de la dette auprès de Jean Valfroy de Holm. Et vraisemblablement, Gabriel profite de l'occasion. Alors ça, c'est une hypothèse qu'on formule, on n'en est pas sûr, en mystère des lieux. Il semblerait, d'après un acte de vente qui a été un acte plutôt de demande de concession qui a été retrouvé dans la série 4Q aux archives, il demande le terrain qui correspond exactement à l'emplacement actuel des vestiges de l'usine. Mais sur le plan de Sellozen, de 1817, je crois, l'emplacement en question en réalité fait partie du domaine de l'État. Il n'est pas dans les zones, il n'est pas dans les concessions, les premières concessions qui étaient attribuées. Ce qui nous fait penser que vraisemblablement, comme par ailleurs Gabriel demande aux frères Warreau de lui prêter pour 5 ans ou 3 ans une cinquantaine d'ouvriers, on a formulé l'hypothèse que peut-être qu'il avait reconstruit l'usine beaucoup plus bas, il l'a déplacée plus bas dans la partie en quelque sorte inutile du terrain, conservant la partie fertile uniquement pour les cannes et profite de l'occasion pour l'équiper notamment d'une batterie Gimard et du rotateur Wetzel, puisque Wetzel à cette époque-là fait la promotion de son appareillage. Donc une modernisation de l'usine à ce moment-là. Mais Mortier de Trévise, du coup, semble passer du temps dans cet endroit parce qu'il y a pas mal de représentations aussi des alentours du tampon. À gauche, vous avez Bassin Rouge. Alors aujourd'hui, ça n'est plus du tout aussi joli. Je suis allée me promener dans la ravine, c'est moche maintenant parce que la ravine n'est plus du tout en eau. Et on est là à peu près au niveau du 11e kilomètre. Il y a une association qui s'appelle Les Petits Tamponnés qui a créé une sorte de parcours qui remonte ou qui descend selon le sens que l'on prend dans la rivière d'Abord. Et en fait, cet endroit-là, il est à la confluence d'un petit bras annexe de la rivière d'Abord qui s'appelle Bras Rouge, justement. Et c'est la cascade de Bassin Rouge. Au milieu, en tout petit, c'est un pont, le vieux pont qui existe, non pas dans l'état actuel, mais vous avez toujours un pont aujourd'hui qui franchit un autre bras, le bras Leclerc, qui se jette dans la rivière d'Abord, le bras Jean Payette, pardon, c'est le pont sur la ravine Jean Payette. Et puis à droite, quand on sort de ce pont, une calèche avec une jeune femme qui manque de se casser la figure, là au fond du rempart qui est quand même assez vertigineux. C'est là où on allait avec mon frère quand on était petit. Lui, il allait coller des oiseaux là au fond, mais c'est assez profond. Et le paysage n'a quasiment pas changé aujourd'hui. On est à la sortie du pont de la ravine Jean Payette, juste quand on va reprendre la route qui amène après vers la nouvelle ligne des 600. Ligne des 600 qui est construite vers 1857, alors que le chemin d'origine
c'était la route principale au moment où Gabriel rachète l'usine, c'est la ligne des 400. C'était ça la ligne principale. Lorsque la ligne des 600 est construite sous le patronage du gouverneur Hubert de Lille, du coup Gabriel, ça lui fait couper sa propriété où il y avait à l'origine le château de Bel-Air. Une bonne partie de sa propriété est coupée en deux par cette voie. La famille Kervegen passera son temps d'ailleurs à faire des concessions dans l'intérêt public pour les chemins. Le chemin de la Plaine va aussi être édifié en bonne partie sur ses propriétés. Alors, le Mortier de Trévise est un artiste, lui aussi, un petit peu mystérieux, un personnage un peu mystérieux. Un monde le sépare du milieu qu'il représente sur ses aquarelles. Sur ses aquarelles et ses dessins, près de 30% du corpus est consacré aux travailleurs, que ce soit des domestiques ou que ce soit gardiens de cannes comme le fameux Jamali, ou bien les personnes qui s'occupent des chiens, etc. Or, Mortier, lui, il est issu d'une noblesse d'empire, donc assez récente. Son grand-père, Adolphe-Édouard Casimir Joseph Mortier, c'est celui qui est le mieux connu. Il a été distingué par Napoléon Ier. Donc, son petit-fils est né au château de Sceaux, le 4 mai 1835, donc c'est un contemporain du fils de Gabriel, Denis André. La formation de Napoléon, Hippolyte Charles Napoléon, c'est le droit. Alors, le droit, c'est un peu aride peut-être, mais Mortier, lui, se trouve des talents de dessinateur et d'aquarelliste. Habituellement, c'est plutôt une activité qui est réservée un peu aux femmes, à l'aristocratie féminine, mais un certain nombre... L'aquarelle s'est beaucoup développée dans l'Angleterre du début du 19e siècle et franchit, devient un art reconnu. Au départ, c'était un passe-temps, ça n'avait pas la même noblesse que la peinture à l'huile, mais dans la deuxième moitié du 19e siècle, ça devient vraiment un art reconnu et des écoles s'ouvrent. Napoléon, Hippolyte Charles Napoléon, suit justement les cours d'Armand Cassagne, qui a ouvert une école à Fontainebleau à partir de 1857. Et ce fameux Armand Cassagne, il est membre du groupe de Barbizon, vous savez, à la sortie de la forêt de Fontainebleau. Et il a été lui-même l'élève du célèbre Harding, cet artiste anglais qui a légué un certain nombre d'aquarelles extrêmement précieuses par la qualité et la finesse notamment du décor végétal. Alors tout l'art de l'aquarelle, dont la technique vient d'être renouvelée justement au début du 19e siècle, se répand en Europe et elle tient à la qualité du dessin avant de maîtriser la subtilité des couleurs. Et puis ce qui est intéressant pour notre personnage voyageur, c'est que le matériel d'un aquarelliste, ça tient dans pas grand-chose, dans une petite sacoche. C'est très pratique quand on voyage. L'activité principale du jeune Mortier, une fois qu'il a fini ses études, c'est la diplomatie. Et il participe avec Lord Elgin et le baron Gros à une ambassade assez célèbre qui se dirige vers la Chine et qui se conclut par la signature du traité de Tientsin en juin 1858. C'est peut-être au retour de cette mission, qui a été décidée sous Napoléon III, que Mortier décide d'unir son destin, son titre et ses finances à celui de la riche héritière venue des colonies des Mascareignes, Emma Lecoy de Kervegen. Le mariage est fixé de longue date et malheureusement, un couac important, Gabriel meurt accidentellement en mars 1860, alors que le mariage avait été fixé pour la deuxième partie de l'année. Et c'est assez curieux, mais les intérêts en jeu sont tellement puissants et tellement importants. Le personnage aristocratique qui est prévu pour la cérémonie a été averti de longue date. On ne change rien à la date du mariage. La mort du beau-père ne change absolument rien à cette affaire. Simplement, on hérite beaucoup plus tôt que prévu, quoi. Alors, en gros plan, je vous ai mis un détail du tableau de Winterhalter qui est conservé au château de Compiègne, où on voit justement la sœur de Mortier de Trévise qui fait partie des dames de compagnie de l'impératrice.
Eugénie, l'épouse de Napoléon III, que vous voyez en majesté dans le dessin de droite, n'est pas présenté comme un autoportrait dans le dossier qui est conservé aux archives départementales de La Réunion. Enfin bon, il est en costume de peintre, vraisemblablement il s'agit de Mortier de Trévise, et il ressemble à un personnage que vous pouvez voir un peu, qui a un peu de profil à côté de cette dame qui ne regarde non pas vers l'empereur, mais qui regarde sur le côté, hein. Vous êtes au niveau de la 1, 2, 3, 4, 5, 6e marche, et vous avez un monsieur qui a la tête penchée, qui ne regarde pas non plus l'empereur, qui a l'air de se désintéresser complètement de la scène photographiée, qui penche la tête un peu comme ça, et c'est vraisemblablement notre bonhomme. Enfin, j'ai supposé. Voilà, tout ça pour dire que, en fait, on est proche, très très proche des cercles du pouvoir, très très proche aussi, forcément, des fêtes impériales. Et ces fêtes impériales, qui ont été en partie décriées parce que elles étaient assez luxueuses quand même, mais elles permettent aussi de rencontrer des personnages, des banquiers, des industriels, les frères Pereire, les Rothschild, ceux qui se lancent dans les premières constructions de chemins de fer, les Talabot, etc. Donc c'est vraiment un univers de démultiplication en termes de capacité d'investissement par le biais des relations qui s'ouvre à ce moment-là. Et on a vraiment une apogée de l'expansion industrielle, notamment qui rejaillit bien sûr dans les colonies, y compris celle de La Réunion, à partir de cette époque-là, notamment sous le Second Empire. Alors ici, le QR code renvoie vers une animation qui a été faite en ligne, dont j'ai fait une capture de l'animation, mais si on va sur l'animation en ligne, quand on clique sur les petites croix, on a des informations supplémentaires. Alors, premier mystère, d'ailleurs, vous voyez le personnage qui est assis au fond avec une petite fille sur ses genoux, c'est François Césaire de Mailly, celui qui deviendra donc député, ministre de l'Agriculture sous la Troisième République, avec son épouse à ses côtés, et Emma, que vous voyez au premier plan, et de dos, on a notre dessinateur, qui s'est représenté en train de fumer la pipe. Alors Césaire de Mailly tient 2 petites filles sur ses genoux, et comme il donne l'âge des petites filles, en vérifiant dans les registres d'état civil, on s'aperçoit que les biographies de Césaire de Mailly lui le dotent de 2 filles, il en a eu 3 en réalité. Et donc cette deuxième qui est sur ses genoux, je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue. On a du mal à la retrouver par la suite. À l'extérieur, je ne sais pas si vous voyez à l'extrême gauche, derrière les 2 dames qui savent faire, l'une a débouché le vin et l'autre a découpé apparemment du saucisson, du salami ou je sais quoi, vous voyez des petits personnages à l'extérieur. Alors, est-ce que le beau-frère d'Hippolyte a fait partie de l'expédition au volcan? Là on est en 1861, je ne sais pas. Parce que s'il en avait fait partie, je pense qu'il aurait donné son nom. Parce qu'il donne tous les noms dans la caverne des Lataniers. Et là, il ne le donne pas. Donc, il s'agit peut-être tout simplement des guides. Or, on sait que Césaire de Mailly, lui, quelques années auparavant, 1854, si je me trompe, il avait déjà fait une visite à un parcours guidé de cette région du volcan, qui n'est pas aussi bien balisée qu'aujourd'hui, notamment sous la conduite de Josémon Laurette. Alors, est-ce qu'on a fait appel à Josémon Laurette pour cette nouvelle expédition? Je n'en sais rien. Bon, là aussi, on peut formuler l'hypothèse. Encore un mystère à résoudre. Josémon Laurette n'est pas le seul guide du volcan. Parmi ces guides, petite remarque, beaucoup sont d'anciens chasseurs de marrons. Donc revenons à notre artiste. Donc il accompagne son épouse et Denis André, le nouveau comte de Kervingen, donc en voyage de découverte à La Réunion, et surtout de découverte des biens familiaux. Alors les 2 voyages se succèdent, 61 et 66, à une époque où le canal de Suez n'est pas encore ouvert, mais les jeunes époux ont côtoyé, notamment lors de leur premier voyage, Ferdinand de Lesseps.
a apporté en dot la moitié des biens hérités de son père. L'autre moitié a été attribuée à son frère. Là aussi, mystère. Je ne sais pas où Emma a été envoyée en pension en France. Il est vraisemblable qu'elle a été envoyée en métropole pour parfaire son éducation de jeune fille. Quand on regarde l'âge au mariage, elle se marie finalement assez tard. Est-ce une forte personnalité qui a repoussé pas mal de prétendants auparavant, parce qu'elle, c'est quand même une riche héritière, elle a dû être courtisée, ne serait-ce que pour sa dot. Voilà. Là aussi, c'est une piste qui reste à creuser. Pardon. Et Mortier de Trévise donc parcourt l'île pour évaluer son nouveau patrimoine. Et il s'associe avec son beau-frère, Denis André, dans une société en commandite pour gérer les immenses propriétés, comme il est d'usage courant à cette époque. Une société plus ou moins familiale, mais en même temps qui fonctionne comme une société par action, avec des règles très précises, notamment de non-dilapidation du patrimoine industriel, économique, foncier, et des précisions très strictes qui sont données aux émoluments qui sont versés aux associés. Ils n'ont pas le droit de se servir dans la caisse comme ça. Leur rétribution en quelque sorte en tant que capitaine d'industrie est strictement calculée. Tout doit être fait dans un souci de rentabilisation et de valorisation du patrimoine industrialo-foncier économique. Alors, les aquarelles ne représentent pas la totalité des 13 usines évoquées par la poétesse gouailleuse Célimène Gaudieu. 5 seulement ont fait l'objet d'une représentation picturale. Alors il est clair que les époux, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont séjourné essentiellement aux casernes et peut-être à Bel-Air, et vraisemblablement à Bel-Air au Tampon, sans doute en résidence de changement d'air. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ça inclut les activités de montagne. Ce qui est intéressant je reviens un petit peu sur la caverne des Lataniers, c'est que vous voyez Emma et aussi la femme de François, une Suissesse, qui monte au volcan. À une époque où c'est pas facile de marcher, le voyage dure au moins 3 jours, et ils emmènent des filles qui sont petites, elles ont 4 ans et 6 ans. Une autre représentation, une autre aquarelle représente Emma, par exemple, au pas de Bellecombe, et une autre encore la représente au sommet du Grand Bénard. On est à une époque où le tourisme de montagne se développe, commencent à apparaître aussi des notions d'hygiène liées à l'ère des hautes montagnes, etc. Et on a cette activité sportive qui se développe, qui fait passer finalement le jeune couple, y compris celui qui est représenté par François de Maillet, son épouse, comme un couple moderne. Un couple moderne et sportif. Ici, dernière hypothèse qui émane à la fois de discussions avec un certain nombre de collègues et aussi du fait que Mortier de Trévise a représenté un grand nombre de travailleurs. Et il les a représentés non pas en accentuant leurs défauts ou en voulant se moquer d'eux, mais plutôt à l'inverse. On a l'impression qu'il leur rend une certaine forme d'hommage. Ça nous a fait penser à cette doctrine saint-simonienne, et ici vous avez un portrait de Claude-Henri de Rouvroy, le comte de Saint-Simon, qui élabore une théorie assez intéressante à l'aube du XIXe siècle, et qui consiste à dire que finalement le progrès social, le développement social, même si on est obligé de maintenir une hiérarchie sociale dans toute population, l'industrie peut permettre d'aboutir à un certain progrès social. Il y a un progrès, il y a une amélioration des conditions de travail, à la fois par ce qu'on produit et par le fait que les machines, justement, facilitent le travail de l'homme. Ici, vous avez un marteau mu par une machine à vapeur. Le gigantisme de l'appareil est assez intéressant et il est à l'origine de la fabrication de toutes ces immenses pièces, de toute cette machinerie qui va venir ensuite régulièrement à travers les différents voyages de bateaux, à la fin bateaux à vapeur également, amener du matériel sans cesse renouvelé dans les innombrables sucreries de l'île.
ces théories, on peut les résumer rapidement ça. Valorisation d'une part du travail industriel et tertiaire, c'est-à-dire on change d'époque, comment dire, on met en pratique au niveau de cette aristocratie qui est représentée par la noblesse d'empire, mais aussi parfois par certains membres de l'ancienne noblesse d'Ancien Régime, pour qui tout travail était absolument, comment dire, non recommandé. Là, il y a une sorte de noblesse qui s'acquiert par le titre de capitaine d'industrie. En même temps, ces patrons, ils ont une responsabilité sociale et ils ont pour mission d'assurer aussi, outre évidemment le développement de leur patrimoine, mais pas tellement pour eux-mêmes, en partie aussi pour la grandeur de leur pays et pour assurer la promotion sociale de leurs travailleurs. Et à ce titre, ils sont responsables de l'amélioration du sort des ouvriers et des employés, donc confiés à cette fameuse élite industrielle. Et dans cette élite industrielle, l'idée est que l'héritage reçu par ces grandes familles de propriétaires, ne tombe pas de soi. Il va au plus compétent, au plus méritant. Et ça pourrait expliquer un mystère qui a lieu un petit peu plus tard que notre période, c'est-à-dire quand Denis André meurt, d'ailleurs c'est un petit peu avant sa mort, c'est surtout la mort de Hippolyte Charles-Napoléon Mortier de Trévise en 1892. Il y a une nouvelle société en commandite qui est créée entre Denis André et son fils Robert. Mais Robert n'est pas son fils aîné. Robert est son cadet. Normalement, c'est Emmanuel, le fils aîné, en toute logique, qui aurait dû hériter des biens familiaux, du patrimoine industriel, etc. Or, Emmanuel, semble-t-il, d'après Ennis Robert, d'un anniversaire pour les amis de l'université, une descendante lui a assuré que Emmanuel n'était pas du tout intéressé par les affaires. Et c'est donc Robert, le plus compétent, qui s'en occupe. Et il le fait effectivement avec compétence. On va retrouver, il s'investit dans les sociétés agricoles, il s'investit, il crée une sorte de syndicat de patrons du sucre, etc. Il s'intéresse non seulement à l'amélioration et à la modernisation du patrimoine industriel qu'il reçoit, mais il s'occupe aussi d'agronomie. Par exemple, sur le site de la fondation Favron au Tampon, la villa qui sert maintenant d'EHPAD, là où était l'ancien château de Bel-Air, le véritable château de Bel-Air, il y a un magnifique olivier très large qui a été conservé. Et cet olivier, en fait, il est un porte-greffe à partir d'un olivier du pays. Donc on en a parlé avec Nicole, et il tente de greffer sur cet olivier l'olivier européen, producteur d'olives pour l'huile d'olive, donc qui montre qu'il avait l'idée de diversifier quand même les productions. Voilà. Alors, en ce qui concerne notre Mortier de Trévise, au fond, quand on se documente sur son parcours, sa personnalité, on s'aperçoit que finalement il est un peu le témoin de rapports nouveaux dans le monde du travail, où la noblesse viendrait à la fois de la qualité du tissu social industriel, même si par ailleurs les hiérarchies sont maintenues. Et ça, on va le voir dans un dessin qui est un petit peu plus loin d'une Catherine. Mais on le voit déjà dans ce dessin de ce petit jeune homme dont on sait qu'il est au tampon. Alors, dans la reproduction de ce dessin, j'ai pas mis le petit commentaire qui était dessous, mais il y en a un. Alors, on est sous la pluie, vous voyez les traits qui représentent une pluie battante au niveau du tampon. Le pauvre jeune homme, il est pieds nus, il est un peu dépenaillé, mais il est souriant. Et il dit à Mortier, ah, la pluie fait pas rien, ça. Et Mortier qui rajoute, dit, oui, à toi, ça te fait rien, mais pour les cannes, c'est génial. Voilà. Un commentaire, mais qui n'est pas avilissant, qui est plutôt sur le mode de l'humour, dirait-on. Mortier aime beaucoup les chevaux. Pour
les dessinateurs, c'est toujours d'usage de dessiner un cheval, des chevaux qui se baladent, etc. Lui, il a dessiné vraisemblablement le cheval qui lui sert de monture. Et en arrière-plan, comme le cheval est au bord de la mer, son cheval s'appelle Mamselle, en arrière-plan, c'est sans doute... La silhouette ressemble peut-être à la sucrerie du Piton Babé à Saint-Joseph. Donc il est peut-être allé jusque-là. Alors, passons au troisième mystère. Rapprochement inattendu. Alors, l'aquarelle de gauche, là, c'est pas précisé que nous sommes au tampon, et comme au tampon, il pleut quand même beaucoup plus souvent qu'à Saint-Pierre. Nous, on s'est dit, allez hop, c'est peut-être un travailleur du tampon. La plus intéressante, c'est la personne du milieu, Victorine, la vieille. Je crois que Laurent Waro a fait il y a quelque temps une conférence sur Victorine, mais nous-mêmes, nous avons documenté à partir des registres des esclaves affranchis et ensuite des registres d'état civil, la généalogie en quelque sorte de Victorine. Ça fait l'objet d'une publication, je crois, dans la revue du Sage généalogique de Bourbon. On sait que sa maman était une esclave des Kervéguen. Elle s'appelait Louise. On sait peu de choses d'elle. Victorine est sans doute celle qui a élevé Emma, la femme d'Hippolyte Charles Napoléon, parce que la malheureuse Emma, malheureusement, elle perd sa maman très tôt. Elle a tout juste 1 an ou 1 an et demi. Et c'est Victorine qui élève la petite Emma. C'est une nénenne en quelque sorte. Et elle est vêtue dans ces 3 aquarelles. On voit les vêtements traditionnels qui sont fournis aux esclaves, aussi bien qu'aux engagés. Hein. On change de statut de travailleur, mais on ne change pas tellement d'habitude matérielle, je dirais. Le patron doit fournir 2 fois par an du tissu, la fameuse toile bleue de Guinée, hein, et qui sert à vêtir les travailleurs. Nous avons appris par un correspondant qui est en Inde, donc on s'est un petit peu documenté aussi hein, sur le parcours de cette toile bleue de Guinée, mais on en reparlera à une autre occasion. En tout cas, cet ami indien nous a dit que ces toiles qui étaient teintes à l'indigo en Inde, l'indigo a des vertus insectifuges. Et c'est pour ça qu'il était abondamment utilisé en Inde. Toujours est-il que la teinture est très solide, tient mieux sur les tissus que le fameux pastel hein, qu'on cultive dans le Midi toulousain. Et il revêt aussi le vêtement de la Cafrine. Alors la Cafrine, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on va revenir sur Victorine tout à l'heure. La Cafrine, elle est une des rares à ne pas être nommée par Mortier de Trévise. On ne sait pas qui c'est, elle a une clé dans son dos. Mais elle, par contre, il dit qu'elle est du tampon, qu'elle est au tampon. Et elle porte ce bébé dans le dos et elle a mis la clé, qui normalement est suspendue autour de son cou. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle l'a mis en arrière, elle l'a jetée en arrière, sans doute pour amuser son bébé. Puis le bébé, visiblement, il s'est endormi. Hein, on a essayé de reproduire le costume de la Cafrine et de le faire porter par une dame qui a porté aussi son enfant comme ça. Et au bout de plusieurs minutes de photographie, il est arrivé à l'enfant la même chose qu'ici au bébé. Il s'est endormi vaillamment dans son pagne. La clé, qu'est-ce qu'elle ouvre? On ne sait pas. Est-ce qu'elle ouvre le château de Bel-Air ou est-ce qu'elle ouvre l'hôpital? Ce qui est intéressant parce que souvent l'hôpital dont la construction en dur est obligatoire après l'épisode d'épidémie de choléra de 1859, chaque établissement sucrier doit être doté d'un hôpital en dur. Et bien dans cet hôpital sont conservés un certain nombre de médicaments, peut-être des choses précieuses aussi. Petite parenthèse, l'hôpital sert parfois, sur les propriétés qui n'ont pas de prison, de lieu d'enfermement. Aussi, hein, de ceux qui font du désordre, comme on dit, dans le domaine ou sur la propriété, avant d'être transférés pour des délits plus graves à la geôle de Saint-Pierre. Donc, on ne sait pas trop quelle est la clé qui ouvre, mais si notre aquarelliste l'a représentée, c'est qu'elle a une importance. Rien n'est laissé au hasard dans ses dessins. À propos de Victorine, grâce à la numérisation de très grande qualité qui a été faite par l'Iconothèque historique de l'océan Indien, on s'aperçoit que la natte sur laquelle elle est assise, la fameuse saisie malgache, hein, saisie ça vient d'un mot malgache, tsi, qui veut dire ça, une natte en paille, qu'est-ce qu'on voit presque en filigrane? Un livre ouvert.
C'est étrange. Et là aussi, ça n'a pas été dessiné par hasard. Est-ce que Victorine sait lire ou est-ce qu'elle a appris à lire? Alors qu'elle a été esclave des Kervegen et lorsqu'elle est affranchie en 1848 et qu'elle épouse son compagnon qui s'appelle Paul Samsi, le mariage elle l'épouse un petit peu plus tard, en 1854. C'est l'occasion d'ailleurs de légitimer sa fille qui s'appelle Coralie, mais que tout le monde appelle Louise, en hommage à la grand-mère de Louise qui est décédée. Et Coralie a elle-même des petites filles qu'on retrouve ici. Voilà. Élise, Lucie et Tina, la belle Tina. Alors dans le dossier 40 FI, ces aquarelles sont pas mises ensemble, ces dessins ne sont pas mis ensemble, ils sont pas à côté, ils sont à divers endroits dans le dossier. Mais nous, on a eu l'idée de les rapprocher, puisque c'était 3 petites filles, et on remarque qu'elles portent toutes les trois la même petite robe, faite exactement de la même manière. Alors, bon, moi, le détail a attiré mon attention, parce que ma grand-mère était couturière, et on a essayé de reproduire aussi la robe, en se mettant dans l'esprit de quelqu'un qui pouvait travailler dans la domesticité des patrons de cette époque, c'est-à-dire du tissu de récupération fourni par le patron, puisque 2 robes sont à carreaux. Comme la petite Lucie, le ventre plein de caries, adossée à son fauteuil, elle est plus jeune que... Les aquarelles n'ont pas été faites en même temps. Tina, c'est en 66. Lucie, c'est en 66 aussi. Mais Élise, par contre, elle est dessinée en 61. Donc il y a une différence d'âge. Et il est vraisemblable que Lucie hérite de la robe de la grande sœur. Par contre, il y a une nouvelle robe qui est faite pour la petite Tina, mais sur le même modèle. Je ne casse pas la tête, des formes très droites, cousues peut-être à la main. Ça a été l'occasion pour nous de chercher, est-ce qu'il y a des machines à coudre à l'époque? Et pareil, on s'est rendu compte que lorsque ces machines à coudre se développent, notamment sous l'impulsion de Singer aux États-Unis, mais aussi il y a des constructeurs français, Peugeot se lance aussi dans la fabrication de machines à coudre, des machines à coudre anglaises, eh bien on s'aperçoit qu'elles arrivent très tôt aussi à La Réunion. Ça c'est intéressant. Ça, on s'en est rendu compte par les publicités qui sont faites dans les journaux. Dès les années 1860, il y a des machines à coudre qui arrivent à La Réunion. Et nous avons retrouvé dans des familles du tampon des machines à coudre très anciennes, notamment de fabrication anglaise, très sophistiquées. Voilà, donc ces rapprochements inattendus. Alors pour en revenir à la Cafrine, une petite anecdote, on a épluché, vu l'âge, je reviens sur la Cafrine qui porte son bébé, on s'est dit, bon, il dessine la Cafrine en 1861, le bébé il est peut-être né soit au début de l'année, soit en 1859. Donc nous voilà en train d'éplucher les actes de naissance, l'état civil de Saint-Pierre dans ces années-là. Et on a trouvé des candidates potentielles pour ce bébé. Et on se rend compte qu'il y a une famille sur Bel Air, justement, qui en août 1860, la maman elle s'appelle Clémence Robinet, et Robinet, on sait que ce sont des descendants d'affranchis. On retrouve ce nom parmi les esclaves d'avant 1848, enfin affranchis en 1848. Alors Clémence Robinet, c'est une petite servante, elle a 27 ans, et elle donne le jour à un petit Gabriel, avec un petit garçon qu'elle a eu avec son mari, Edmond Salbris, 34 ans. Mais alors c'est étonnant d'appeler son fils Gabriel, le nom du patron qui vient juste de mourir en mars 1860. Si on déteste le patron, on ne va pas appeler son fils Gabriel. Donc là, ça interpelle. On en a trouvé 2 comme ça, entre 1860 et 1861, dans les registres de naissance, 2 familles dont on sait pertinemment que ce sont des descendants d'affranchis et qui appellent leur progéniture Gabriel. Bon, ça interpelle. En 1800, pour la petite histoire, en 1860, il y a eu 553 naissances, 666 l'année suivante. Alors là, c'est pas lié à la prolifération naturelle, c'est lié au mouvement d'engagisme qui se développe considérablement tout au long de ces années-là. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est l'effroyable mortalité infantile qui touche d'ailleurs toutes les classes de la société, aussi bien les familles des travailleurs, des ouvriers les plus démunis, que
une vie sociale mouvementée. Ici, donc, pareil, on est sur... je ne sais pas si vous reconnaissez la 4 voies Tampon-Saint-Pierre. Mais c'est ça. C'est le chemin de la Plaine, avec l'esquisse d'une petite borne, hein, représentée à l'arrière de la petite calèche, un tilbury sans doute, tiré par une mule, et au tampon, sur les vestiges de l'ancienne sucrerie, il semblerait qu'on ait retrouvé aussi, il reste les murs de l'ancienne étable à mule. Voilà, c'est essentiellement les mules qui sont utilisées. Alors pour le tampon, une particularité aussi, c'est que le moulin à sucre ne fonctionne pas à la vapeur. Ce sont des cylindres horizontaux, donc 3 Rolls, et au musée de Stella Matutina, il y a dans les jardins du musée, il y a quelque chose qui devait ressembler à ce qui se trouvait sur le tampon, puisqu'il y a un témoignage de Georges Avril qui a été recueilli en 1999 par un ami architecte, Raymond Carretier, dit que le manège existait toujours au début du XXe siècle, et que c'était un manège, bon, à son époque à lui c'était tiré par des bœufs, mais à l'époque de Gabriel et de Denis André, il y a 3 mules qui sont accrochées et qui font tourner le manège dans une rotonde qui vraisemblablement devait être couverte avec un toit pour protéger les animaux de la pluie et puis les travailleurs qui les guident aussi. Voilà, donc le moulin à canne est mu non pas par la vapeur mais par la force, par la traction animale. La machine à vapeur sert pour faire fonctionner les autres appareils qui sont à l'intérieur de l'usine. Alors, ces métiers qu'on voit à travers ce témoignage, par exemple le métier de cocher, le métier de charpentier, de couturière, de blanchisseuse pour les femmes, qu'on retrouve dans les registres d'état civil, esquisse une société un petit peu plus complexe que le simple couple patron-engagé qu'on évoque communément à cette période-là, au XIXe siècle, pour traduire les rapports sociaux. Alors, ces engagés, ils viennent de communautés d'origine géographique très différentes. Et notamment l'aquarelle qui représente les instruments de musique, danse au son des cascavels, du bobre et du kavir, nous montre quelqu'un qui, peut-être d'origine malgache, qui joue du bobre et qui porte à ses pieds un drôle d'instrument qu'on a retrouvé dans une brocante à Emmaüs. Et c'est constitué de graines d'un arbre avec 2 ficelles. Donc nous, on se demandait pourquoi il y a ces 2 ficelles, est-ce qu'on le tient comme ça, etc. Et quand on a vu l'aquarelle de Mortier de Trévise, on a tout de suite compris. En fait, ça sert à attacher autour des chevilles. Et le danseur, en fait, il fait un peu homme orchestre, c'est-à-dire qu'avec les grelots autour de la taille, en se déhanchant, en sautant avec les pieds, etc., à lui tout seul, il fait plein de bruit. Voilà, accompagné par le caillan, qui fait un petit peu avec son bruit régulier, qui sert un peu de basse en quelque sorte, ou de batterie. Ce qui est intéressant, c'est le costume des personnages, parce que on a quelqu'un qui a profité de la fête pour revêtir son costume traditionnel, soucieux de ne pas perdre ses traditions, sans doute. Et puis, en face de lui, très concentré, la mine peut-être même un peu renfrognée, quelqu'un qui a comme un t-shirt de marin, peut-être un pêcheur ou un matelot de Saint-Pierre. Dans les registres des traces civiles, on trouve beaucoup de personnes qui travaillent dans les marines de Saint-Pierre. La famille Kervegen possède une marine, mais il n'y a pas que, il y a la famille Chaupier aussi a une marine. Il semble qu'il y ait plusieurs marines à l'embouchure de la rivière d'Abord. Et ce qui est intéressant là, c'est la cohabitation de personnes qui sont d'origine différente. À l'époque de l'esclavage, on a coutume de dire que cette cohabitation, elle est voulue, cette mise en compétition plutôt, de peuples d'origine différente a été voulue par les patrons pour justement entretenir la méfiance, parfois la jalousie entre les communautés et une certaine animosité. Et donc comme ça, le patron est tranquille. Mais là, Mortier de Trévise nous donne à voir autre chose. Il nous donne à voir en fait une véritable cohabitation justement, un début de vivre ensemble, un début de société créole qui commence à se constituer et dont la langue commune est le créole,
puisque on l'a vu tout à l'heure avec le dessin du CAF, hein, l'appli fait par rien, le créole devient la langue vernaculaire, la langue de communication de tous ces travailleurs. Il n'empêche que les communautés tentent cependant de conserver jalousement leurs traditions et de les faire vivre. Et c'est ce que représente le dessin avec la fête du Pongol, notamment dans la grande période de l'engagisme, hein, au moment du deuxième voyage en 1866. Mortier de Trévise semble assez impressionné par la fête en question et représente les différents instruments. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que vous voyez là, les marches d'escalier et l'élément de décoration, l'espèce de porte-plante là, premier plan. Et ça rappelle une autre aquarelle de Mortier de Trévise qui est souvent représentée comme le domaine des casernes, mais qui n'est pas la maison des maîtres, qui n'est pas la maison avec les toits connus, hein, un peu en forme de pagode, qui est une autre maison, qui est la maison du régisseur. Et à l'époque, c'est Antoine Rétou, voilà, qui occupe cette maison. La fête du Pongol est quasiment la seule période, il y a 4 jours de congé qui sont donnés juste à la fin de la coupe de la canne à sucre, au mois de janvier, pour les travailleurs indiens. Et c'est une grande occasion de festivité. Tout le reste du temps, tout le reste de l'année, tout le monde travaille. Officiellement, il y a le dimanche comme jour de congé, mais en réalité, le dimanche perdure la vieille habitude des corvées. Et on va chercher l'herbe pour les animaux, on en profite pour nettoyer qui l'usine, qui tel appareil, etc. Enfin, il y a toujours quelque chose, ou refaire les chemins, enfin, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, pour les travailleurs, quoi qu'il en soit, c'est travail, travail, travail. Même les jours de loisirs, c'est travail, hein, sauf les 4 jours du Pongol. Alors ici, certains d'entre vous reconnaîtront peut-être un bâtiment qui aujourd'hui est démoli. C'est les 3 toits qu'on voit dans la végétation. C'est l'ancien presbytère du Tampon qui était construit en amont de la sucrerie de Bel Air. Il a été démoli récemment, là, entre le mois de décembre 2022 et janvier 2023, pour faire place à des bâtiments modernes. Et on a une organisation voulue par les propriétaires de l'époque, où il s'agit de préparer en amont l'abolition de l'esclavage en évangélisant, christianisant les travailleurs et en leur offrant une éducation. Alors, offrir l'éducation, c'est intéressant pour les patrons aussi parce qu'ils savent très bien que parmi leurs travailleurs engagés, il y en a qui sont plus futés que d'autres. Ces plus futés, on les repère à l'école. Et ceux-là vont être envoyés en formation à Saint-Denis, où dans la deuxième moitié du XIXe siècle, au niveau de la Providence en particulier, on a une école qui essaye un centre en quelque sorte de formation pour ceux qui vont devenir des ouvriers spécialisés dans les différentes sucreries de l'île. Donc il y a une espèce de promotion sociale qui se fait par le biais d'une certaine méritocratie, et c'est ça qui nous a fait envisager l'hypothèse d'un saint-simonisme, en tout cas, qui influerait sur les décisions, en tout cas de la génération Denis André, Hippolyte, Charles-Napoléon, Mortier de Trévise. En arrière-plan, dans la petite vignette, l'église du Tampon. Cette photographie est connue, mais en fait, elle n'a pas été prise par hasard. Elle a été prise au moment où il y a un conflit qui existe entre le fils de Denis André, le fameux Robert Lecoitre de Kervegen, et le père Rognard, qui représente 2 tendances complètement différentes. Robert de Kervegen, on s'est rendu compte que lui, c'est pas tout à fait les mêmes idées que son père. Il va virer plutôt extrême droite. Il va même, son éloge funèbre va être prononcé par Maurras de l'Action française, et on sait qu'il a été un membre actif de l'Action française. Il va représenter au début du XXe siècle une vision un peu passéiste, pas du tout moderne comme à l'époque de Denis André, même s'il s'intéresse à l'actualité industrielle, à l'amélioration des techniques culturelles, etc., se documente. Mais en ce qui concerne sa position sociale,
il semblerait qu'il soit plutôt, moins en avant-garde que ne l'a été son père. Et donc là, sur l'église, on voit une croix sur le fond de tronc, alors qu'en fait, il n'y en avait pas. C'est Robert, c'est le père Rognard qui met la croix, et la photographie a été prise par Angelin, vraisemblablement averti, un téléphone arabe, attention, il y a quelque chose qui se prépare et tout. Et cette photographie, elle est collector, en quelque sorte, parce qu'elle représente un moment crucial où le père Rognard a demandé l'autorisation de mettre une croix sur l'église, parce qu'il n'était pas content, il dit comment c'est une église et tout ça, déjà qu'elle est vieille, qu'il faut la refaire et tout, qu'elle n'est pas assez grande pour accueillir tous les paroissiens, mais en plus il n'y a pas de croix dessus. Et puis Robert qui dit, c'est quoi qui décide si on met une croix ou non, et pour le moment j'en ai pas. Qu'à cela ne tienne, le père Rognard n'en fait qu'à sa tête, il met la croix. Et donc là on voit tout de suite qu'il va y avoir bagarre. Et donc la photographie est prise à ce moment-là. Hein, on la retrouve très facilement maintenant sur plein de pages internet. Alors, autre mystère, c'est celui-ci. C'est l'asile Gabriel dont on a retrouvé le plan. Là, il a été reproduit par Jannick Fontaine. Hein, il en a fait un facsimilé. L'asile Gabriel. Alors, on ne sait pas très bien où il se trouvait. Quand on regarde, quand on dépouille les actes de décès, dans les registres d'état civil de Saint-Pierre, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de personnes qui meurent à l'asile Gabriel et les témoins, ils habitent à Bassin-Plat. Donc on pense que c'était plutôt par là, d'autant que sur la carte topographique et dans les lieux dits, il y a toujours un endroit qui s'appelle l'asile. Mais aujourd'hui, il y a plein de maisons qui sont construites, c'est impossible de retrouver les lieux. Pourtant là, on a les dimensions. C'était un espace assez vaste, assez grand. Je crois qu'il est construit en 1800, je ne sais plus si tu te rappelles de la date, Xavier, je crois que c'est 1860, assez tard, hein, 66 ou 67. Mais c'est une période où, en France également, beaucoup de patrons, hein, justement dans cette mouvance saint-simonienne, se mettent à construire des hôpitaux pour leurs travailleurs. Et notamment, quand vous voyez les travailleurs qui sont là, vous apercevez qu'ils ne sont pas si âgés que ça. Et certes, il y a beaucoup d'aveugles, ça peut paraître étonnant. Mais il faut savoir que dans les sucreries, le travail le plus éprouvant, c'est celui de chauffeur. C'est quand on est près des foyers de chauffe, notamment sous les fameuses batteries Gimard. Et à l'usine du tampon, la batterie Gimard va rester en usage très très longtemps. On la retrouve mentionnée lorsque le sucre du tampon reçoit des prix dans les rapports de... Donc là, on se brûle les yeux, c'est pas compliqué. Donc on a supposé que c'était pour cette raison-là qu'il y avait un grand nombre d'aveugles. Alors, les mystères non résolus, ben voilà, où se trouvait l'asile Saint-Gabriel. On trouve aussi des gens qui meurent au lazaret de Saint-Pierre, on en a trouvé pas mal. Donc je les mets de côté pour Michel Marimoutou, qui dit qu'elle a trouvé, pour son travail, elle avait trouvé un plan de ce fameux lazaret à un moment où il devait être démoli pour être transformé en autre chose, mais pour le moment, on ne sait pas où il était. Et il semblerait qu'il y ait donc eu un lazaret à Saint-Pierre, donc des travailleurs qui arrivaient directement sur Saint-Pierre et qui étaient mis sans doute en quarantaine à cet endroit-là. Alors, les rapports sociaux. On a tendance à mettre les trois générations de patrons dans le même sac. Gabriel, Denis André, Robert. Or, il semblerait que ce soit trois personnalités assez différentes, avec une philosophie en quelque sorte socio-économique, au fond, qui évolue. Et ça, c'est bien, c'est vraiment du travail d'historien d'aller un petit peu plus loin là-dedans et d'éviter ces jugements à l'emporte-pièce et ces rapports sociaux un peu monolithiques qu'on a tendance à présenter un peu trop souvent parfois. Donc paternalisme ou despotisme patronal, ben voilà, il y a une évolution en tout cas, c'est certain. Et quant à la liquidation précipitée en 1920, là aussi on est sur une hypothèse. J'en ai parlé à l'économiste Wai Kwang, pour l'instant on ne sait pas, mais il se trouve qu'en 1920, lorsque la compagnie foncière Maurice Réunion est créée, elle est créée en toute hâte. Et vraiment en quelques mois, en l'espace de quelques mois, pendant une période au cours de laquelle Robert fait le tour de toute sa famille, parce que la société qu'il a créée avec son père et qu'il détient seul lorsque son père meurt, mais elle représente quand même les intérêts de toute la famille. Il y a
Il y a son cousin, il y a son frère, il y a sa tante qui est toujours là, Emma, etc. En 1920, donc, la Société foncière Maurice Réunion, elle est créée donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, pardon, à un moment où les journaux locaux et les journaux mauriciens sont en train d'évoquer l'idée qu'au moment du règlement de la Première Guerre mondiale, du règlement au niveau des territoires, il serait question que Maurice retourne à la France. Ça se voit dans le nom de la société foncière Maurice Réunion. Est-ce que, lorsque Robert vend, il vend à une société dans laquelle il y a certains de ses amis, en ayant dans l'idée que si Maurice revient à la France, du coup, il échappe dans un premier temps, d'abord, à une remise à plat des impôts qui est prévue aussi dans le règlement de la guerre, une remise à plat aussi de la propriété, notamment de la petite propriété pour la paysannerie, qui est discutée à ce moment-là au sein des différents ministères, et notamment du ministère de l'Agriculture. À la fin de la guerre, on se rend compte que beaucoup de Français, y compris ceux issus des colonies, ont payé un très lourd tribut, du sang, pour la défense du sol national. Et on envisage, le ministère envisage de récompenser les survivants, les travailleurs, en leur permettant d'accéder à la propriété foncière. Ça fait peur. Alors c'est un projet de loi, et c'est même une loi qui a été appliquée en Afrique du Nord en particulier, mais qui fait peut-être peur aux propriétaires des îles à sucre, dans la mesure où on s'aperçoit qu'au début du XXe siècle, il y a moins d'engagés sur les propriétés, on est passé au colonna parciaire, où l'agriculteur, le cultivateur, habite sur un terrain qui ne lui appartient pas, il appartient toujours à son patron, mais par contre le patron lui a concédé le droit de construire sa case, et au lieu de le payer, c'est pas un fermier, il est payé en nature, il y a un partage des fruits. Souvent c'est un tiers, 2 tiers, un tiers pour le patron, 2 tiers qui sont vendus directement ou par le colon. Et ce colonnage s'est énormément répandu dans la première moitié du XXe siècle. Si la loi passe, ça veut dire que les colons qui habitent depuis très longtemps, parfois le propriétaire ne récupère pas la terre, il laisse le colon travailler, les fils du colon travailler, et éventuellement les petits-fils. En tout cas, les fils c'est sûr. Il y a une sorte de transmission officieuse en quelque sorte, si elle n'est pas officielle. Est-ce que les propriétaires ont eu peur d'un éventuel démantèlement prématuré de leur grande propriété foncière? C'est une hypothèse. Pour l'instant, elle n'est pas franchement invalidée. Monsieur Wai-Kwang n'en est pas sûr. Je pense qu'il faut creuser ce terrain-là, parce que je vous dis, cette loi elle a été appliquée en Afrique du Nord et elle a permis à un grand nombre de personnes de devenir petits propriétaires, cultivateurs propriétaires. Voilà. Donc oui, ici c'est une image qui représente le front de mer de Saint-Pierre, l'embouchure de la rivière d'Abord, et ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'acte de décès de M. Coupan, qui meurt justement au lazaret de Saint-Pierre. Bref, vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance dans les recherches, alors ces recherches, elles sont, comment dire, actées en quelque sorte. Enfin, on tient un petit carnet de recherche, un peu pour les mettre à disposition du camp public sur belairhypothèse.org. Donc il y a un des QR codes qui renvoie vers ça. Et ces recherches, elles ont abouti pour le moment, finalement, à se poser bien plus de questions qu'elles n'en résolvent. On apprend plein de choses, c'est passionnant, on découvre tout un monde, mais bien plus complexe et bien plus nuancé, bien plus difficile aussi à pénétrer que ce qu'on s'était imaginé au départ. Alors, tous ces travaux vont faire l'objet, au moment des Journées européennes du patrimoine, d'une exposition qui normalement est abritée dans les villas Terrain Fleuri au Tampon, dans l'EHPAD qui a été nouvellement construit,
qui a déjà été visité par un certain nombre de scolaires et qui va être abrité le temps pendant 3 semaines, salle Rita et Charles Moudmelin, du 11 au 29 septembre 2023. Donc la salle sera ouverte, vous pouvez venir visiter quand vous voulez et vous inscrire aussi pour le 16 et 17 septembre où il y aura une visite guidée à la fois sur les 2 sites, sur le site de la sucrerie, les vestiges de la sucrerie, pour laquelle la commune du Tampon a généreusement accepté de mettre en place toute une signalétique qui sera inaugurée juste avant les Journées européennes du patrimoine. Donc il y a au total, du coup on leur a proposé une dizaine de panneaux et ça y est, les services techniques de la mairie les ont fabriqués, les ont installés. Et ces panneaux, pour l'instant, il y a des petits textes très courts qui sont rédigés en français et en anglais. Et puis il y a des QR codes qui, au fur et à mesure, renverront vers des versions audio en créole, en espagnol et en allemand. Ça, c'est plutôt pour les scolaires. Après, quelqu'un nous a dit pourquoi pas en chinois. Ben oui, pourquoi pas. Mais ces traductions, elles viendront progressivement, parce que l'idée c'est de travailler aussi avec des établissements scolaires et de faire en sorte que des gens s'impliquent, que des jeunes s'impliquent, c'est pas des voilà, que les jeunes s'approprient en fait ce patrimoine. Et puis à la médiathèque du Tampon, mardi 12 et mardi 19 septembre, l'idée a été formulée de proposer des mini-conférences de 20 minutes, donc pas aussi fastidieuses que celle que je viens de vous faire, plus longuette, voilà, très courte à destination du grand public, mais qui serait l'occasion de creuser, d'apporter des petites touches autour de ce fonctionnement de la société, autour des sucreries, autour de ces grands domaines sucriers, dans le sud de l'île en particulier. Donc mardi 12, il y aura Xavier Le Terrier qui est ici dans la salle, qui nous parlera des travailleurs. Ennis Roquel qui nous parlera plus volontiers, lui, de la dynastie Kervigen. Et puis Prosper Ève qui nous parlera de la transformation de la Réunion en diocèse dans un premier temps, et puis la création justement de la paroisse du Tampon. Et le 19 septembre, Nicole Cresté nous parlera des découvreurs du volcan, chemin du volcan, et Edith Wong-Hikam, des travailleurs, des Chinois qui s'installent dans le sud de l'île en particulier, à cette époque-là. Et Jannick Fontaine qui nous fera tout un itinéraire de cartographie pour montrer comment on est passé finalement de lire un certain nombre d'informations, souvent inédites d'ailleurs, et qui enrichirait la connaissance, notamment du Sud. Parce que dans l'historiographie locale, voilà, l'université et le département d'histoire est maintenant tout basculé dans le Nord, et les sudistes ont bien du mal à faire entendre leur voix. Je vous remercie beaucoup pour cette attention. Voilà, alors maintenant la parole vous appartient pour poser des questions. Vous avez pu apprécier la qualité de la conférence que humblement nous a-t-elle dit, Dominique a faite. C'est extraordinaire, nous apprenons des choses là qui, pas révolutionnent notre connaissance de l'histoire de la Réunion, mais tout de même nous donnent un autre éclairage tout à fait intéressant. Je te félicite personnellement en tout cas. Voilà, alors qui veut poser une question ? Je le répète, c'est un travail d'équipe, on est vraiment plusieurs à travailler là-dessus, et je dois remercier notamment tous les partenaires que j'ai cités ici, et puis les membres de l'association, et les amis de l'université, bien entendu. Oui. Alors, bonsoir Dominique, avant toute chose, je voudrais me joindre aux félicitations de Yves. Le travail que tu as accompli est un travail vraiment admirable sous tout rapport, parce que étudier l'histoire d'une sucrerie, c'est excessivement compliqué. Je le sais bien, je suis bien placé pour le savoir. Tu as réuni dans ce travail qui est quand même, on va dire, pas décousu, mais comment dire,
tu as essayé de mettre du lien dans toutes les informations que tu as données. Tu as exploité les sources en historienne, c'est-à-dire en les critiquant, en les comparant, en les confrontant. Donc je trouve que tu as réussi admirablement cet exercice de retirer le peu d'informations que ces sources-là livrent. Je trouve cette attitude-là exemplaire. Tu as agi vraiment en historienne. Je rappelle que, pour ceux qui ne le savent pas, l'histoire en grec c'est historia et ça veut dire enquête. Et tu as vraiment mené l'enquête telle que nous, historiens, on a l'habitude de la mener. Donc, première remarque, vraiment, je suis admirable du travail que tu as accompli et je suis difficile en la matière. Donc, vraiment, vraiment, mes félicitations pour ce que tu viens de nous présenter. La deuxième remarque, c'est toujours des félicitations, c'est que quand tu as une information, tu ne te contentes pas de l'utiliser, de la généraliser. Souvent, l'attitude des historiens ou des historiens amateurs, c'est de prendre une information et finalement d'en faire une règle pour tout le reste. Moi, je suis hostile à cette démarche-là et je vois que tu es dans la même philosophie. Comment dire, Michel Foucault disait que à force d'agir comme ça, on faisait une certaine cuisson de l'histoire, c'est-à-dire qu'on lissait l'information et on mettait de côté les particularités. Et ce qui fait la richesse de l'histoire, c'est pas forcément les grandes lignes, hein, ce sont aussi les particularités. Et l'usine du tampon, elle est pleine de particularités qui justement montrent que l'histoire, elle n'est pas lisse telle qu'on voudrait bien nous le faire croire. Donc c'est vraiment une belle attitude d'historienne dont tu as fait preuve aujourd'hui. Et encore une fois, je t'adresse mes félicitations. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps parce que le sujet que tu as évoqué a naturellement réveillé des vieux démons que je croyais profondément enfouis et finalement qui aiguisent ma curiosité davantage. Je te le dis, tu as vraiment réussi à attirer mon intérêt sur cette usine. Donc, je te renouvelle ma proposition de collaborer à la matière. Tu as montré qu'il y avait un certain nombre de mystères. Je pourrais t'aider à enlever certains, notamment en ce qui concerne Robert Lecoat de Kervegen. Et je suis d'accord avec toi, c'était pas un tendre. Contrairement à Denis André et à Gabriel, pour vous donner une idée, mais pas sur l'usine du tampon, sur l'usine l'usine du Gol, le grand domaine du Gol, le plus grand domaine colonial sucrier de la Réunion au XIXe siècle. Le domaine a longtemps appartenu à une famille, la famille des Chabriers, qui était apparentée aux De Holm dont tu as parlé, qui possédait non seulement au départ l'usine de Bel-Air, mais qui possédait aussi en contrebas la sucrerie de Basse-Terre, sur laquelle a été construit un très très beau château d'ailleurs, hein, oui, qui n'existe plus aujourd'hui. On l'appelait d'ailleurs Casabona, hein, la belle maison. Et pendant toute la période durant laquelle les Chabriers, notamment les fils du fondateur Jean-François Placide Fortuné, à partir du moment où les fils, les enfants de Chabrier ont pris les rênes de l'établissement sucrier du Gol, il s'est installé une certaine politique sociale au sein de cet établissement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On a mis en place sur cet établissement le système qu'on appelle le système de l'intéressement, c'est-à-dire que en fonction du poste occupé dans l'établissement, aux cultures, à l'usine, etc., les engagés, les ouvriers, à la fin de l'année, touchaient une part des bénéfices globaux de l'établissement. Tous les ans, il y avait une distribution au prorata de leur poste, de leur implication. Ils participaient, enfin ils bénéficiaient des rentrées que l'établissement avait pu faire au cours de l'année. Et cette politique-là a permis, durant pratiquement toute la seconde moitié du 19e siècle, à l'établissement sucrier du Gol de fidéliser ses engagés. C'est pratiquement le seul établissement
En fait, la règle vaut sur tous les établissements sucriers de la famille Chabrier, de Holm, Robin, qui sont familles en fait. Filles, fils sont mariés, ce sont cousins, beaux-fils, beaux-frères, etc. Cette politique a prévalu sur tous les établissements sucriers de la famille Chabrier élargie dans le sud, et ce sont les seuls établissements sucriers où il n'y a eu aucune révolte d'engagés au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. À partir du moment où Robert Lecoq de Kervegen achète l'établissement sucrier du Gaulle en 1904, la donne change complètement, apparaissent les premières révoltes d'engagés, parce que le propriétaire est trop dur avec eux, etc. Il s'agit bien de Robert Lecoq de Kervegen. J'ai vu une des dernières diapositives qui posait la question pourquoi il y a eu une liquidation aussi vite. Et tu vois comme quoi les historiens doivent dialoguer entre eux pour que les idées puissent se connecter et finalement débloquer certaines interrogations, certaines situations. En fait, il y a eu une liquidation précipitée pour trois principales raisons. La première, c'est que Robert Lecoq de Kervegen s'était lancé en politique. Il avait échoué. La deuxième raison, c'est que, si j'ai bien compris, il faudrait que je relise un petit peu mes notes, c'est qu'il a eu des soucis, enfin plutôt son épouse avait eu des soucis de santé. Et la troisième raison, je vais le dire tel quel, il était raciste. Oui. Tu donnais les éléments tout à l'heure que je n'avais pas. Il était raciste et tout simplement, il avait horreur que ce soit des Réunionnais qui reprennent en charge l'exploitation de ces domaines sucriers. Donc il a, on va dire, tout fait pour que ce ne soit pas des Réunionnais qui prennent l'exploitation de ces domaines sucriers, mais pour que ce soit la compagnie française Réunion Maurice Limited. Voilà. Mais comme les Mauriciens à l'époque avaient mal été acceptés par les planteurs, on est dans les années 20, et puis les Mauriciens avaient senti le coup venir aussi, puisqu'on est à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est l'époque où toutes les sucreries françaises ont été réduites à néant par la guerre. Il y a un appel de sucre de la part de la métropole, et la Réunion, c'est à cette époque qu'elle opère son démarrage, son nouveau démarrage sucrier après une trentaine d'années de crise. Donc il y a toute cette conjonction d'éléments qui fait que finalement, du moins qui explique la manière dont les choses se sont déroulées au moment où Robert Lecoq décide de quitter la Réunion pour s'intéresser à ses affaires métropolitaines. Et tu disais aussi qu'il y avait des familles qui, à la fin du XIXe siècle, partaient, se rendaient à nouveau en métropole. C'est le cas des Chabriers aussi, qui décident finalement de dire oh, c'est trop loin, on n'a pas le temps, etc. Donc on se replie sur la métropole, où il y a le genre de vie mondain, il y a la vie citadine, qu'on ne trouve pas à La Réunion, et qui souhaitent expérimenter en métropole. Voilà un petit peu les éléments que je pourrais rajouter. Encore une fois, je renouvelle vraiment mes félicitations pour le travail que tu as accompli. Et puis je suis ravi de pouvoir voir que finalement la passion n'est pas éteinte. Merci en tout cas de l'avoir réveillée chez moi. Voilà. Et il y aurait beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait échanger, naturellement, mais je ne veux pas monopoliser la parole, je crois que j'ai suffisamment dit comme ça. Voilà. Pour 1920, l'acte de vente, en fait, la société rachète aussi les propriétés du Crédit foncier colonial dans la foulée et Chopie. Et un habitant de Saint-Pierre aurait, paraît-il, dans sa possession la correspondance échangée entre Robert et l'héritier Chopie à cette époque-là. Pour revenir, effectivement, la jeune épouse de Robert, c'est une héritière de Villèle. Elle a perdu un bébé, une petite fille très tôt, et puis elle est enceinte du deuxième au moment où il décide de partir. Ceci dit, Robert avait déjà investi, par exemple, à Paris, rue de Messine,
enfin dans la rue à côté, dans un immeuble style art déco qui venait d'être construit. Donc il faisait, on le voit faire de fréquents allers-retours entre la métropole et la Réunion. Il se trouve que une autre hypothèse, c'est aussi la grippe espagnole. Parce que la grippe espagnole a fait énormément de ravages et elle a essentiellement décimé les populations les plus fragiles, les plus démunies, les plus pauvres, les petits cultivateurs, les petits colons, etc. Et Robert perd son comptable. Il perd Archambault, qui est le comptable des entreprises du Sud. Alors moi je me suis dit peut-être qu'effectivement c'est une conjonction d'événements qui arrivent tous en même temps et dire on jette l'éponge, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a aussi un arrêt, c'est-à-dire pendant la guerre, la France, la métropole achète le sucre, elle achète surtout le rhum aussi, hein, donc il y a une distillerie aux casernes, voilà, elle achète le rhum parce que, bon, avant de monter à l'assaut, il faut doper un petit peu nos vaillants soldats, nos poilus, mais elle ne paye pas tout de suite. Et lorsque la guerre est terminée, il y a 2 ans d'arriéré de paiement. Or, peut-être que, tu parlais du Gol justement, quand Robert achète le Gol, au moment de la liquidation, il n'a pas fini de payer ses dettes. Il y a un passif au niveau de l'usine du Gol. Donc il se peut très bien que la situation ait été quand même tendue financièrement et que 2 ans d'arriéré de paiement, ça fasse mal aux caisses de la société, quoi. C'est tout à fait possible aussi. Voilà. Bien. Pas d'autres questions? Je crois que vous avez été vraiment enrichis ce soir et là, je puis dire vraiment c'est une belle rentrée. Hein. Merci Dominique de ce cadeau que tu nous as offert. Alors, je ne saurais trop évidemment vous inviter à suivre l'ensemble des conférences. Et puis la semaine prochaine, nous changerons un peu de domaine puisque nous recevons Emmanuel Jeanvrin. Ça, c'est un nom encore qui chante dans vos têtes, puisque vous avez assisté à toutes les belles prestations théâtrales qu'il nous a offertes au fil des années. Et donc, il va faire une sorte de récapitulatif de l'aventure Volard. Donc, évidemment, je vous invite, au même titre que tous vos amis, parce que les amis de l'université, bon, certes, c'est un groupe d'entre nous qui sommes bénévoles pour faire fonctionner, mais c'est vous aussi, bien sûr. Et si vous en parlez autour de vous, faites venir ces gens qui, ce soir, par exemple, se seraient diablement enrichis, si j'ose dire. Voilà. Donc, merci à vous de faire en sorte que vous puissiez pimenter votre savoir. Merci et bonne soirée. Au plaisir.